bird sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, Électrocution de 15 000 volts. Les brûlures étaient trop fortes, je perdais beaucoup trop de sang. C'était soit on coupait, soit je mourais. Je ne veux pas être connu pour ce que j'ai perdu. Je veux qu'on me connaisse pour ce que j'ai à apporter. J'ai beaucoup de choses à apporter. mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Comme je dis toujours, c'est une personne qui vaut la peine d'être découverte. Il faut le tout pour faire un monde et il me faut toi pour faire le mien, tout simplement. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et mille. Mais à cet instant précis, j'ignore encore toutes les émotions que je vais vivre ce jour-là. Je m'apprête à recevoir Louis de Reims, garçon solaire et sportif. Son histoire est bouleversante. Il y a 3 ans, suite à un accident d'électrocution, Louis a été amputé de ses 2 bras. Conscient que c'est la vie qu'il aurait pu perdre, il a décidé de transformer cette tragédie en un combat pour sa liberté et son indépendance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Louis. Je suis content de vous rencontrer. Mais pareil, J'ai lu des trucs sur vous et je me dis qu'on a des trucs à se raconter. je pense aussi. Je vous sers un café? Volontiers. Je sais pas par quoi commencer tellement votre histoire est incroyable. Ah, il y a pas mal de choses à dire. À 19 ans, vous avez vécu quelque chose qu'on pourrait voir comme une tragédie. Et quand vous en parlez, vous dites c'est une deuxième chance. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et ce qui me fascine, c'est que aujourd'hui, vous pouvez me dire pourquoi c'est important pour vous de la raconter, cette histoire? Parce que je pense que tout au long de l'histoire, j'ai pu accumuler un peu du savoir de la vie qui pourrait être utile. Pour les autres? Oui, principalement, parce que bon, c'est pas... Ça a déjà été utile pour moi, mais je pense que le transmettre, ça pourrait faire naître de belles choses. C'est vrai que aujourd'hui, vous avez une légitimité incroyable pour parler de tout ça. Je sais que vous ne vous rappelez pas de tout, mais à 19 ans, il va vous arriver un accident. Oui. C'est quoi exactement? Alors, les circonstances exactes, je sais absolument pas. Ce que je sais pour sûr, c'est 15 000 volts qui me traversent, qui émanent des fils électriques du train, parce que je marchais le long. D'une voie ferrée. Après, arc électrique, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait pour sûr, c'est que je n'ai pas pris les fils avec les mains. Parce que mes mains étaient encore relativement en bon état. Donc, tout est relatif, évidemment, mais par rapport au reste. Et à 19 ans, on vous dit que la seule solution, enfin c'est même pas qu'on vous le dit, on dit à vos parents, c'est ça? La seule solution pour vous maintenir en vie, c'est de vous amputer des 2 bras. Voilà. Et donc on va voir comment vous avez fait pour accepter la situation. Est-ce que vous avez décidé d'en faire? Vous avez vécu beaucoup d'opérations, beaucoup de journées d'hôpital, donc beaucoup de réflexions. Voilà, exact. Et on a la sensation que votre vie a un sens aujourd'hui. Oui, non, ça c'est vraiment... Mais c'est ce qui m'a changé. Beaucoup moins Alors, égocentrique. et alors quand on interroge vos amis, ils disent il est beau, charismatique, impatient, fonceur, têtu, mais personne ne dit handicapé. Non, mais ça, je dois vous avouer que je l'explique pas. Bon, moi, je n'explique pas non plus pourquoi moi-même, je ne me considère pas, moi, comme une personne en situation de handicap. Mais en ce qui est de mes amis, j'ai jamais compris non plus, parce que moi, justement, pour moi, c'est tellement évident que je me dis que quand on me rencontre, c'est le premier truc qu'on va remarquer, qu'on va voir et qu'on va s'y attarder, parce que quelque chose de tellement inhabituel, mais ils m'ont tous dit qu'une fois qu'on se met à parler, en 2-3 minutes, ça s'oublie, et puis après, on fait plus attention, on s'attarde plus là-dessus, et on continue, quoi. Bon, je sais que vous avez des choses à transmettre. J'ai l'impression d'écouter votre histoire. C'est la première fois qu'on se rencontre, là, tout de suite. Mais je vous ai demandé de fouiller dans les photos. Vous avez une jeune vie, hein, 22 ans Oui. aujourd'hui. Mais vous avez vécu tellement de choses extrêmement fortes
que je me suis permis d'exposer vos photos, les photos de votre vie, dans l'atelier. Je vous laisse parcourir la maison. Oui. Et puis, on va se retrouver dans le patio pour cet entretien. Ça vous va? Ça va, parfait. Ça se passe par là. Do you recall long ago we would walk on the sidewalk, innocent, remember all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Blow kiss, fire again, we need someone to lean on. Blow kiss, fire again, all we need is somebody to lean on. Blow kiss, fire again, we need someone to lean on. Blow kiss, fire again, all we need is somebody to lean on. What will we do when we get home? Well, we walk down the same road. Will you be there by my side, standing strong as the waves roll on? Alors, je dois vous dire, j'ai jamais été dans un cadre qui sent aussi bon. C'est magnifique. En plus, c'est un thé que j'adore. Donc, vous avez vu ces photos? Ouais. Une vie, la vôtre. Ah ouais, une spéciale, hein. C'est quoi l'émotion qui domine quand vous voyez cette vie qui défile? De la joie. En fait, quand je pense au passé, j'ai que des bons souvenirs. J'ai que des belles choses. J'en ai les poils qui s'hérissent. C'est vraiment... Ouh. Alors, quand on regarde le petit garçon que Ah, vous étiez, si on imagine que l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Accroche-toi. Ça va être difficile, mais ça vaut la peine. Parce que... ouais, j'ai toujours été un peu plus sensible que les autres, donc j'ai eu quand même sur mon parcours des moments difficiles. Mais chacun d'entre eux valait la peine. Quand on aime l'endroit où on se trouve, tout ce qui précède nous a amenés là, donc tout ce qui précède valait la peine. Vous parliez déjà comme ça avant l'accident? Comme ça, pas tout à fait. Sur le chemin, disons que ça, c'est quelque chose que j'ai compris quand même avec mon expérience, que le bonheur, c'est pas une arrivée, c'est le chemin. C'est pas un but en soi, c'est une direction qu'on donne. Louis grandit avec sa sœur à Bruxelles dans les années 90. Sa mère est comptable, son père employé de banque. Dès ses premières années, il montre un caractère frondeur et téméraire. Quel genre d'éducation vous recevez? Il y avait vraiment la place au dialogue avec mes parents. Je pouvais leur parler et ils prenaient ce que je disais pour ce que c'était. Ils me rabaissaient pas en me disant que c'était des problèmes des gamins ou peu importe. C'était vraiment... Ils vivaient la chose comme moi et puis ils partaient avec ça. Et c'était toujours beaucoup de place au dialogue. Discuter. Alors évidemment, j'essaie de savoir quel genre de gamin vous étiez. On m'a dit un peu explorateur. Ah, C'est pas un gamin explorateur. Un grand explorateur. Non, il fallait que je découvre. Il fallait que je voie, il fallait que je fasse, il fallait que... Mais que moi, je découvre. Je devais le vivre. Par exemple? Je me demandais ce que ça faisait d'être un oiseau. J'allais grimper le plus haut possible sur un arbre pour voir ce que ça fait d'être posé sur cette cime qui bouge un petit peu. Comme un oiseau. Ça, c'est l'enfant que vous étiez. Ah, exactement. Et depuis le plus jeune âge. Hein. Je me rappelle à la crèche, j'avais une théorie. Vous vous rappelez de la je crèche? pense. Ouais, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée. Je pense que j'avais une théorie que je pouvais arriver tout en haut de l'armoire de 2 mètres. Moi faisant 60 Quelques centimètres. ouais. Et j'avais ma petite théorie que si j'ouvrais un tiroir, que je grimpais dedans, j'ouvrais le deuxième tiroir, je grimpais dedans. J'arrivais sur une commode, je passais à l'armoire d'à côté, encore à l'armoire d'à côté, et puis j'arrivais en haut. Théorie que j'ai testée. Donc Et qui a marché. les adultes ont vu un enfant de 2 ans sur une armoire de 2 mètres. Voilà. Alors, chose difficile à imaginer aujourd'hui. Adolescent, vous étiez en surpoids. Oui. C'est-à-dire, vous mesuriez combien pour peser combien? Je suis arrivé à plus de 100 kilos pour 1m65.
C'était une période où je faisais énormément de sport, donc je pouvais manger absolument ce que je voulais. Et à ce moment-là, j'ai arrêté le sport parce que j'ai eu une période assez difficile, mais j'ai continué à manger comme quand je faisais beaucoup de sport, donc évidemment là. Et vous décidez tout seul d'un plan d'action pour perdre du poids. Voilà. Alors, vous décidez quoi? Vous faites quoi? Parce que je connais des gens qui cherchent à perdre du poids toute une vie, et vous allez perdre 45 kilos. Bah, c'est juste, j'ai été à une visite médicale et j'avais déjà perdu un tout petit peu de poids. Et là, on m'annonce obèse. Moi, c'était... Vous êtes obèse, et là, c'est un mot qui vous choque. Mais quand on se voit tous les jours, on remarque pas. Et quand ils ont posé ce mot, je tombais de haut. Et en rentrant, je me suis dit que je pouvais pas faire ça. Enfin, c'était pas moi. J'ai décidé de prendre les choses en main et de commencer à petit changer le mode d'alimentation, ne plus grignoter entre les repas. Et puis, en avançant comme ça, petit à petit, j'ai pu, étape par étape, éliminer les mauvaises choses, commencer à comprendre ce qu'étaient les bonnes choses. Et puis... Tout seul, comme ça. Voilà. À l'école, comment ça se passe? Difficilement. C'est-à-dire? J'étais un enfant très vif. Je comprenais vite. J'aimais beaucoup apprendre. Seul problème, c'est que quand on arrive à un cours et qu'on comprend les nouvelles connaissances en 5-10 minutes, ou c'est un cours d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, donc on s'ennuie. Et est-ce que vous trouvez votre place parmi les autres? Vous avez des copains en classe? J'ai toujours été très gentil. J'étais la personne qui aidait à faire les devoirs, Je comprenais vite. Ça me prenait 30 secondes. Et on a commencé à marcher dessus. Et un été, quand j'étais en vacances, j'ai eu un éclair. Et je me suis dit, si c'est comme ça, bah maintenant ça va être moi qui vais faire ce que je veux. Et je m'en fous des autres. Et ça veut dire quoi, faire ce que je veux à 11 ans? Bah, principalement, ça s'est traduit par ne plus aller à l'école. Fondamentalement. À partir de mes 12 ans, ça a commencé. Donc vous faites ce qu'on appelle l'école buissonnière? Voilà. Vous le cachez à vos parents? Oui, au début, oui. Et en plus, je suis un petit malin, je suis un petit finot. J'ai été regarder en fait le règlement de l'école. Je l'ai étudié à fond. Et j'ai trouvé une faille. C'est qu'on pouvait avoir autant de retard qu'on voulait, mais pas autant d'absence qu'on voulait. Et donc déjà, moi, je faisais un point d'honneur à arriver tous les jours à 8h49. Ça me permettait de louper toujours la première heure de cours de la journée. Et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver les failles des systèmes, aussi bien au niveau des présences pendant la journée, des présences l'après-midi, et j'ai commencé à sécher. Mais vous faisiez quoi alors? Moi, Vous je partiez partais à pas la à l'école? découverte. Vous partiez? À la découverte. De Bruxelles, j'allais partout. Partout. J'allais voir la Grand Place, le marché aux poissons, La les première fois quartiers de qu'on a visité 2 designers. fois la Grand Place. Mais il y a toujours des petits coins qu'on ne connaît pas. Il y avait des petits cafés Art Nouveau, que j'adorais aller boire un café là-bas. À 12 ans, un café? Oui, bah, d'ailleurs, j'étais particulièrement connu. Et puis, c'est comme ça que j'ai finalement avoué à ma mère tout. Et puis, elle était un peu au courant au fur et à mesure. Parce que les collègues de ma maman, en fait, me croisaient au café. Donc, c'était pas très discret. Donc le gamin qui s'ennuie à l'école et qui explore le monde Voilà. autour de lui. Et est-ce que c'est vrai que quelques années après, vous êtes encore adolescent, vous vous dites, je vais être créateur, styliste, et là vous vous mettez à coudre? Oui, je dessinais déjà beaucoup de mode. J'aimais bien ça et j'ai toujours été très, très attiré par la mode. Ouais, à 12 ans, j'ai été faire mon premier shopping tout seul. Toutes les vendeuses étaient mortes de rire. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, j'ai acheté un pull à capuche blanche avec un petit gilet sans manches pour faire sortir la capuche du gilet avec les manches blanches qui sortaient du gilet bleu. Et j'avais pas assez pour payer. Et elles m'ont laissé partir comme ça. Parce qu'elles trouvaient ça tellement mignon que j'y vienne comme ça tout seul. Et oui, je me suis une fois dit, j'ai envie de faire ma propre ligne de vêtements. Je ne savais pas coudre. À quel âge? J'ai commencé à faire ça vers mes 13-14 ans. Je commençais à dessiner beaucoup. Je vais faire ma ligne de vêtements. Et puis à, Là, vous dessinez. 17-18 ans, j'ai concrétisé. Je savais pas faire des patrons. Enfin, je savais rien. Je connaissais rien à la couture. Et je me suis acheté une machine à coudre, les tissus, le fil. Et je me suis lancé. Comme ça. Et j'y suis arrivé. J'ai quand même eu 4 ensembles complets. Vous en avez vendu? Non, pas vendus. Mais Vous l'avez créé, la ligne Voilà. existait. Rien ne résiste à Louis. Après son bac, il intègre l'école polytechnique de Lausanne, où il vit aujourd'hui. À cette époque, sa vie est trépidante. Il a 19 ans, il est séduisant et pose comme mannequin pour des magazines. Il a 1000 projets et 1000 amis.
Mais le 2 octobre 2013, son destin bascule. Alors que Louis rentre chez lui sous une pluie battante, il longe une voie ferrée lorsque brusquement, un arc électrique le frappe. 15 000 volts traversent son corps, il se réveille à l'hôpital après 6 semaines de coma. Quel souvenir du réveil? Tout très flou. Je comprenais pas ni où j'étais, ni ce qui s'était passé, ni pourquoi, tout simplement, je me trouvais là. Non, dans un temps normal, j'aurais fui. Je me serais levé et je serais parti. Vu que je sais pas où je suis. Mais là, rien. Figé, complètement, paralysé. Rien qui bouge. Et surtout, vous ne savez pas pourquoi? Non, Vous vous absolument rappelez pas. de rien? Non. Et donc, c'est quoi les images, les sensations? Beaucoup de bruit, beaucoup de machines, beaucoup d'équipements autour de moi. Vraiment, incompréhension complète. Et puis, j'ai commencé à bien comprendre quand j'ai vu la première infirmière arriver. Gants stériles, masque, le bonnet pour les cheveux, un tablier stérile aussi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de grave. Quoi? Je sais pas, mais c'est pas anodin. Et a suivi l'entrée de ma famille. Et à voir leur visage là, c'est bon, c'était frappant. Il est arrivé quelque chose d'atroce. Quoi, je ne sais pas, mais c'est grave. C'est tout ce que j'ai pu me dire sur le moment. Quel moment vous comprenez? En fait, on me l'a dit. Les médecins m'ont expliqué ce qu'ils ont dû faire pour me sauver. C'est une semaine C'est-à-dire- après ça, hein? Ouais. Et alors, ils vous disent quoi? La réalité, en gros, ils n'ont pas exactement utilisé ces termes, mais grosso modo, c'est pour vous sauver, on a dû amputer. C'était la seule solution. Vos 2 bras. Voilà. Et à cause des brûlures, les brûlures étaient trop fortes, je perdais beaucoup trop de sang. Et c'était soit on coupait, soit je mourais. Donc, Et ce que je comprends pas, évidemment, c'est que on vous le dit au bout d'une semaine, parce que vous, pendant une semaine, vous ne réalisez pas que vous avez 2 bras en moins? absolument pas. Non. Je suis couvert de la tête aux pieds par une couverture et je peux pas bouger. Déjà, juste la tête, faire ça, j'ai du mal. Donc, je sais pas. Donc, vous avez été amputé des 2 bras, mais vous ne le savez pas pendant une semaine. Il y a eu des petits indices, mais je comprenais pas. Je savais pas si c'était paralysé ou... Des fois, je voulais prendre des choses, mais il n'y a rien qui se passait. Puis je voulais bouger, mais rien qui se passait. C'était très déroutant, enfin. Et quand ils m'ont expliqué, bon, personnellement, ça m'a pas expliqué tout, parce que quand on dit on vous a amputé des 2 bras, ça paraît assez irréel. Enfin, Et donc, irréel, c'est un mot que vous avez choisi. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport avec ce que vous connaissez déjà? je savais même pas que c'était possible, moi, personnellement. J'avais jamais été mis face à ce genre de handicap. Et donc, évidemment, me dire que moi, je deviens ça, je deviens une personne qui, pour moi, n'existait pas, enfin, ça fait un choc où... disons que j'ai pas mis beaucoup de temps à l'accepter, mais il a fallu que je le voie pour comprendre vraiment ce que c'était. Et à quel moment vous le voyez? Beaucoup plus tard. Dans les chambres de soins intensifs, ils cachent tout. J'avais déjà quand même une idée, mais la vision vraiment précise, je me rappellerai toujours, c'était dans une vitre. Il faisait noir en dehors de ma chambre. Et avec la lumière, j'ai vu. Et j'ai pleuré. Parce que ça m'a frappé. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Je m'étais déjà dit avant, en fait, que ce qui était fait était fait. On ne revient pas en arrière là-dessus. Je veux dire, le passé, c'est quelque chose qui nous suit, mais qu'on ne change jamais. D'ailleurs, je dis souvent à mes connaissances, quand ils me demandent, ils me questionnent là-dessus, comment j'ai fait pour aller directement de l'avant. Je leur ai expliqué que pour moi, une personne qui est tournée vers le passé, au final, ne fait qu'avancer à reculons. Et moi, je voulais être tourné vers l'avenir. Je voulais avancer, je voulais faire quelque chose, je voulais revenir à la vie. Enfin, je veux dire, j'allais pas rester assis à m'apitoyer ou à attendre que la vie me passe devant. J'avais 19 ans, j'avais encore plein de choses à vivre. Donc moi, ça s'arrêtait pas là. C'est pas ça qui allait m'arrêter. Et ce qui est fou dans cette histoire,
c'est que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Absolument pas. Il y a plein de théories qui ont été lancées. Toutes sortes. Ils ont avancé la théorie évidente du suicide, qui a été très vite écartée. C'est-à-dire que ça s'est passé la nuit, vous Oui. reveniez d'une soirée, Oui. vous alliez vers chez vous, vous longez une voie ferrée. Voilà, Et c'est là qu'on vous a retrouvé. exact. Brûlé. Cramoisi. Et, Mais- et donc là, quand vous dites des théories, ça veut dire quoi? Il y a des enquêteurs qui se penchent sur la Il question? y a eu une enquête de police, oui, bien sûr. Et donc plusieurs hypothèses, Plein. par exemple. Bah, comme j'ai dit, l'hypothèse du suicide, parce que bah, j'ai été vu un peu triste à la soirée où j'étais juste avant. J'étais un peu alcoolisé, mais moi, je savais très bien, enfin, je me connais. Tout allait très bien. J'étais dans une chouette université, j'avais une copine avec qui ça se passait bien. Ouais. J'étais pas tout à fait remis de ma rupture, parce que c'était une personne particulièrement importante pour moi pendant très longtemps. J'étais un jeune fêtard triste, pas un suicidaire sous emprise. Il y a un monde de différence, je veux dire. Et les autres hypothèses? Les autres hypothèses, ça a été que j'ai monté sur un pylône parce qu'il y avait des marques de passage, mais il y a les personnes qui entretiennent les voies qui montent aussi. Et c'est pas comme si on nettoyait les pylônes une fois par semaine, donc voilà, ça pouvait venir d'avant. Il y avait des marques dans les fourrés, donc ça pouvait être moi qui ai essayé de passer par les fourrés, mais pourquoi, on ne sait pas. Peut-être que j'étais accompagné, on ne sait pas non plus. Enfin, Vous, aucun souvenir? non. Il n'y avait pas de témoin. En revanche, les médecins sont là pour dire ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Électrocution de 15 000 volts. Point d'entrée le plus probable, le cou. Et point de sortie, le pied. Grosso modo, ce qui est sûr, c'est ça. Et aucun contact avec les mains sur le fil. Mais c'est les seules certitudes qu'on a, fondamentalement. Son corps est brûlé à plus de 45%. Louis subit une cinquantaine d'opérations et pour cicatriser de ses nombreuses greffes de peau, il doit rester immobile pendant des mois. Le plafond de l'hôpital devient alors son meilleur ami. Lentement, il se rétablit et se découvre une vie intérieure surprenante. Pendant toutes ces heures, à quoi on pense? Je réfléchissais à tout. En fait, j'ai pris l'avantage que j'étais dans un cadre complètement en dehors du système, en dehors de la société, en dehors de tout. Et donc, c'était un moment où je pouvais vraiment réfléchir par rapport à moi, et moi uniquement. Et donc, je voulais savoir qui je voulais devenir, moi, sans influence. Ni externe, ni des amis, ni de la famille, personne. Moi, qu'est-ce que je veux? Et je réfléchissais à ça. Je réfléchissais à comment j'allais faire, quelles étapes m'attendaient. J'essayais vraiment de tracer un peu un plan de route. Et en même temps, quand malheureusement j'ai pu décortiquer mon plafond parce que j'avais eu des greffes dans le dos, et puis ça, ils vous mettent à plat sur un lit de sable, et puis bouger hors de question. Donc voilà, je regardais le plafond en permanence. Là, je me suis amusé en fait à... J'entendais tout le temps des bruits. Puis j'essayais de dire ce que c'était, qui c'était. Et j'ai commencé à jouer avec mes sens, comme ça. Et en soi, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre aussi un peu l'hypnose, sans savoir que c'était ça. Mais je jouais avec ça parce que je m'amusais en fait à voyager, à partir. Portez votre attention. Je portais mon attention sur les bruits et j'essayais de transformer ces bruits en bruits d'ambiance de là où j'allais, pour que ça soit réel, pour que je voyage. Par exemple, j'entendais la pompe. Et moi, je partais à la plage, et c'était les vagues. Un autre exemple. Le tut-tut de toutes les machines, c'était quelque chose de fondamentalement agaçant quand même. Et ce tut-tut, je me suis imaginé en fait aller dans un cadre de scientifique. J'étais dans un laboratoire. Et puis j'étais très demandé. Et ça me faisait du bien. Je partais ailleurs, je faisais d'autres choses. Donc vous apprenez comme ça, de manière pragmatique, à jouer avec votre cerveau. Voilà. Parce que je ressentais l'appui du lit dans mon dos. Mais donc évidemment, si je pars à la plage, j'allais me mettre couché sur une chaise longue. Comme ça, c'est les mêmes types d'appui. Puis je prenais ces bruits de pompe, c'était les bruits de vagues. J'essayais de tout changer pour vraiment essayer de faire en sorte que je sois là-bas. En corps, en pensée, tout. Ce qui est incroyable, c'est comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
Vous, comme ça, tout seul, vous êtes en train de découvrir des choses qui ont été prouvées scientifiquement aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle les thérapies de la nouvelle génération. Louis doit se réinventer, trouver de nouveaux repères, car plus rien ne sera comme avant. Sans compter ces étranges douleurs fantômes qu'aucun médicament ne calme. Jusqu'au jour où on vous propose l'hypnose. Voilà. Comment vous... Alors, on me propose l'hypnose. Première réaction, j'étais là, pardon. Alors, j'ai 25 pompes autour de moi, plein de produits, j'ai mal. Mais venir me parler gentiment et doucement, ça va faire que mes douleurs vont partir. Alors moi, on me dit ça, j'étais là, bon, vous êtes gentil, mais vous voulez pas me proposer une solution qui marche parce que ça devient difficile. Pas d'autre solution. Donc je me dis, bon, je vais jouer le jeu. Et la dame est arrivée et elle a commencé à me demander de faire attention à ma position, les bruits. Putain, je connais ça. Puis elle m'a emmené dans un autre endroit. J'étais là, tiens, c'est marrant, je connais ça. Elle vous a amené mentalement, vous voulez dire. Voilà. Et puis, en fait, elle y a mis une intention. Et ça, moi, je savais pas du tout qu'on pouvait faire. C'est-à-dire? Elle a mis... J'avais les mains qui brûlaient. J'avais l'impression qu'elles étaient encore en feu dans ma tête et c'était insoutenable. Et elle m'emmenait dans des contextes où j'avais les mains dans l'eau, fraîches. Et ça faisait baisser les douleurs. Et j'ai commencé à comprendre ça. Et puis je trouvais ça absolument génial. Surtout, j'ai commencé à trouver ça génial quand je me suis réveillé après. Pas de douleur. Pendant un court moment. Mais pas de douleur pour la première fois depuis des jours. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Alors j'ai continué avec elle. Continué. J'essayais d'étudier un peu ce que... Bon, c'est pas très bien parce que ça fait que l'hypnose marchait qu'à moitié. Parce que j'étais encore trop présent. En train d'analyser. Voilà. Mais j'ai vraiment décortiqué pour essayer de faire ça tout seul. Pourquoi ça marche, en fait? Je pense qu'en soi, on joue avec son cerveau jusqu'à le mettre dans un état qui le permet d'être ultra créatif, ultra producteur. C'est un état où on peut construire un décor en un claquement de doigts. Et on peut tellement bien le construire qu'on y est. On le vit, on le sent, on pourrait presque le toucher. Et on le vit tellement à fond que, comme on se rappelle de la sensation de l'eau sur nos mains, notre cerveau la projette directement, comme si on y était. Et en faisant ça, ça refroidissait mes mains, tout simplement. Et après, j'ai eu aussi des crampes aux mains. Et j'avais l'impression que mes mains se recroquevillaient de plus en plus, presque à un point où je sentais mes doigts passer au travers de ma paume. C'était horrible. Et là, j'ai commencé à aller jouer au piano. Parce que je jouais au piano un petit peu quand j'étais jeune. Mais donc vous dites, j'ai commencé à jouer au piano. Dans ma tête. Et ça me déliait les mains. Et là, je me suis dit, ok, là j'ai trouvé quelque chose. C'est pas possible. Je suis tout seul, dans ma chambre, je ne prends absolument pas de substance, quelle qu'elle soit, mais je peux changer ma perception des choses, qui je suis. Moi, je trouvais ça génial. Et par des visualisations agréables, qui plus est. Je me suis dit que ça, il fallait que je creuse. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Quand vous sortez du milieu hospitalier, c'est quoi votre ligne de vie? Disons que mon plan était très juste sur mes valeurs, sur la personne que je voulais être. Mais sur la partie rééducation, j'étais pas encore très au clair. En plus, la séparation avec mes parents, mes proches, mes amis, qui me portaient énormément depuis le début et qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui, à venir me voir. Ils m'ont fait énormément de surprises. Enfin, c'était magique. Mais la séparation, j'étais pas prêt. J'avais pas envie. Mon but, c'était de les rejoindre. Alors évidemment, m'envoyer loin, à 140 km, je pouvais pas. En rééducation. Et donc, dans la voiture, comme ça, à côté de ma mère, qui m'emmenait là-bas, je me suis retourné vers elle et je lui ai dit, écoute, je peux pas, j'ai pas envie. Et elle m'a pas posé une seule question. J'ai pas envie d'aller au centre de rééducation. Voilà. Elle s'est retournée vers moi et je m'en rappellerai toute ma vie. Et elle m'a dit juste, d'accord. Et on est passé devant la sortie d'autoroute qui devait être la clinique et on a continué plus loin. Et on s'est baladé comme ça, sans
On n'avait pas un but précis, on a juste pris à gauche quand on voulait prendre à gauche, pris à droite quand on voulait prendre à droite. Et comme ça. Et puis on est arrivé dans une petite station de montagne. Et on a été manger sur une terrasse. Et sur cette terrasse, on discute. Et puis ma mère m'a tout simplement dit « Ok, ben on rentre à la maison alors ». Ça impliquait mais une complexité énorme. On n'avait pas du tout préparé ça, mais on est rentré. Et donc il y avait beaucoup de choses à faire pour les médecins, il fallait vous rééduquer. En quoi? C'était quoi l'objectif que vous allez atteindre tout seul? Mais l'objectif à atteindre, c'était la clinique de rééducation pour tout ce qui était activité de la vie quotidienne. Enfin, vraiment réintégrer la vie. C'est avoir un appartement, cuisiner, activité de la vie quotidienne. Et donc, je suis rentré à la maison, mais en rentrant à la maison, je me suis vite rendu compte que il fallait que je passe à cette clinique. C'était pas... On n'était pas prêts. Je voulais pas être une charge pour mes parents. Tout au contraire, justement, je voulais les décharger complètement. Je voulais qu'ils puissent vivre leur vie. Et donc, je suis resté 2 semaines pour prendre un peu l'ambiance. Et après, on m'a rappelé à l'hôpital et là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis retourné et j'ai attendu mon transfert pour la clinique de rééducation. En arrivant à la clinique, c'est une grande vague de solitude qui étreint Louis, livré à lui-même pour les 10 prochains mois. Et là, avec mon ergothérapeute, avec qui j'avais une relation très forte d'amitié, on a commencé à... Je créais des choses dans ma tête. Et ça partait dans tous les sens. Et puis, je lui dictais. Et puis, elle essayait de suivre. Des choses, ça veut dire quoi? Des machines, un mur de douche. C'est quoi un mur de douche? C'était pour que je me douche seul. Comme, en fait, nous, on parlait de tunnel de lavage. Comme les car wash. C'était, je m'enfile dedans, il y a les brosses qui tournent, je me fais rincer, et puis voilà, c'est fait. Et c'est parti de là, en fait. Et en arrivant à la clinique, je voulais absolument pouvoir me doucher seul. Déjà, je ne pouvais pas faire grand-chose seul. Au moins, à la douche, je voulais pouvoir avoir un moment avec moi-même. Et c'était un mur de plexiglas, avec toutes des fleurs de bain, partout, plein, de toutes les couleurs. Les fleurs de bain, c'est des petites éponges comme ça. Donc, plexiglas, des éponges. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez ces distributeurs de savon qu'il y a dans les toilettes publiques, où il y a une anse où on tire dessus et ça fait tomber le savon dans la main. On a eu l'idée avec une personne du service technique de démonter ça, de mettre les anses au niveau des genoux et de relier les gros réservoirs de savon à des pommeaux de douche en fait qui étaient en haut du mur. Et comme ça, quand j'appuyais avec le genou sur la poignée, ça faisait remonter le savon jusqu'au pommeau de douche, ça me tombait dessus, je pouvais me frotter sur les éponges, et puis j'avais l'eau qui arrivait d'en haut aussi pour me rincer. Et c'est un système que j'utilise encore maintenant. Donc de la créativité au service des solutions. Voilà. Pour vous et qui peuvent servir pour d'autres, j'imagine. Bien sûr. Il va vous falloir 6 mois pour remarcher. Parce que ça, c'est un truc que j'ai du mal à réaliser aussi. C'est que là, voilà, je vous vois venir à moi en marchant. Pendant 6 mois, vous ne marchez pas. Oui. Il me disait que je devais me faire à l'idée, que j'allais sûrement pas remarcher. C'était pas très clair. Il y avait les nerfs qui avaient été touchés dans les jambes. Enfin... Et puis, comme d'habitude, quand on fait des prévisions sur l'avenir, surtout dans mon milieu médical, on part pas du point de vue le plus rose. On prend généralement le pire pour que si jamais il y a mieux, bah, bonne surprise. Mais au moins, s'il y a moins bien, il n'y a personne qui se plaint. Et donc, moi, je me suis baladé pendant très très longtemps, en fait, avec une chaise roulante, avec un espèce de bras articulé dessus. Ça faisait peur à tout le monde, d'ailleurs. Ça s'appelait le Jaco. Et j'avais un joystick au menton qui me permettait, en fait, à la fois de conduire la chaise roulante et le bras pour saisir des choses. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'allais marcher. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Je devais tout réapprendre. Sauf que j'avais un seul avantage. Je l'avais déjà appris une fois. Donc je savais comment bien faire les choses. Et c'est là que j'ai compris que les erreurs sont là pour apprendre. Je n'échoue jamais. J'apprends ou je réussis. Et c'est devenu aussi un mantra. Ça, c'est important. Je veux le retenir. Donc, l'échec n'existe pas. Non. C'est un apprentissage. Ou Et une on réussite. Et chaque échec, en fait, c'est un pas vers la réussite. Donc, à chaque fois que j'échoue, j'avance. Et au fur et à mesure, j'ai appris à remarcher grâce à mes physiothérapeutes. Petit à petit, on a commencé 2 pas, 4 pas, 12 pas. Et ça, 12 pas, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était aux soins intensifs. Et je me faisais porter, littéralement, parce que c'était pas vraiment des pas.
Parce que le poids de mon corps ne reposait pas du tout sur mes pieds. Mais je faisais le mouvement et j'avançais. Et je suis sorti de ma chambre, j'ai marché jusqu'au comptoir des infirmières. Et là, tout le staff a applaudi. Et ça, c'était... Oh, Et après Après ça, vous avez marché. Continue, 12 pas, on devienne 20, on devienne 50. Puis après, on s'attaque aux escaliers, on continue. Et après les escaliers, c'est quoi? C'est si je tombe, comment je me relève? Au début, un peu casse-tête. On a un peu cherché dans tous les sens, en s'appuyant sur le front par terre. Mais bon, ça, si je suis dehors, pas très pratique. Et on a commencé à tourner. Et puis, on a trouvé une méthode. Et là, je me suis relevé tout seul. Et là, ça a été le début. C'était bon, c'était parti. J'ai commencé à aller faire des tours. J'étais plus jamais dans ma chambre. J'étais tout le temps en vadrouille. Et puis là, là, c'est vraiment reparti. Les prothèses, vous avez essayé, c'était pas pour vous. Non. Disons, j'ai posé ma demande en fait pour intégrer une clinique pour les prothèses. C'était en janvier 2015 que j'ai posé la demande. Et ils m'ont répondu qu'en octobre 2015. Donc vous faites la demande en janvier, on vous répond en octobre. Et j'ai été convoqué, je me suis présenté. Et déjà là, la première expérience a été quelque peu chaotique. J'arrive, personne ne sait qui je suis. Personne ne sait où je dois aller. On me donne un numéro de chambre, je monte. Je suis dans une chambre avec plein de personnes, ce qui n'est pas logique parce que je devais amener des appareils pour pouvoir aller aux toilettes, pour pouvoir prendre ma douche. Mais s'il y a 4 personnes dans la chambre avec moi, je ne peux pas leur imposer ça dans leur lieu de vie. Je rencontre la médecin qui me dit « but en blanc ». Alors écoutez, je suis désolé, mais on n'a pas encore ouvert votre dossier. Moi, j'attends depuis presque 1 an. Et on me dit pas ouvert le dossier, désolé. On va faire quelques trucs, on va prendre de l'avance et puis revenez nous voir dans 3 semaines. Déjà, début, il y a mieux. Je rentre chez moi, je retourne 3 semaines plus tard. Il faut savoir, c'est 3h30 de route. Aller, 3h30 de route, retour. Donc, je retourne. Là, ils me prennent en charge. S'en suivent 3-4 semaines de moulage en plâtre, où il faut mouler les moignons, le torse pour tout bien faire, des essayages à répétition, toute la journée. Et finalement, on produit une prothèse. Il faut savoir qu'une prothèse, en fait, ça réagit à la contraction musculaire. Et moi, j'ai 2 muscles. J'ai le biceps et le triceps qui sont restés et qui sont actifs. On commence à travailler, problème de contact, problème avec ma peau, qui est brûlée, donc très fragile. Et puis, problème du fait que j'ai vécu tellement longtemps sans qu'en fait, la prothèse vient m'handicaper. Je peux faire moins de choses avec la prothèse que sans. Je peux rien faire, en fait, avec ça. Mes muscles sont trop petits, les signaux sont pas très clairs, c'est pas fiable, c'est très lourd, ça fait mal. Et comble, je peux ni la mettre ni l'enlever seul. C'est quelque chose qui est là pour me rendre autonome, donc. Et pour moi, c'était tellement... C'est une antithèse. Et au fur et à mesure des investigations, on se rend compte en fait que ça ne marche pas du tout. Alors retour, de nouveau, à la clinique en Suisse allemande. Et là, de nouveau, trop petits muscles. À force de toujours contracter le même, il partait en crampe et puis plus rien fonctionne. Parce qu'à partir du moment où la contraction est constante, la prothèse ne reconnaît plus rien, elle ne bouge plus. Ou bouge toute seule. Alors ça, c'est encore moins pratique. Donc au final, moi, j'ai pris la décision de dire, écoutez, c'est pas pour moi. Je vais pas la prendre, parce que si je la prends, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Et là, problème. L'assurance veut être sûre que si je ne la prends pas, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas. Et pas par fainéantise, quelque part. Et donc là, après ce que vous avez vécu, vous allez devoir vous battre pour être compris par les assurances. Voilà. Et donc j'ai passé 1 mois encore à la clinique à faire toutes des vidéos pour prouver que ça ne fonctionnait pas. Et là, ça a été quand même une période pas agréable. Je me levais tous les matins. Je savais pas ce que je faisais là, parce qu'une clinique, c'est censé être là pour m'aider, mais il n'y avait plus rien à faire pour m'aider. Et je savais par contre que j'allais devoir aller à chaque fois en thérapie pour essayer de faire des choses qui n'allaient pas marcher, mais en fait c'était le but. Parce qu'il fallait filmer pour prouver.
je devais perpétuellement me battre contre le système pour avoir le droit de l'intégrer. Et ça, c'est quand même une situation assez difficile à vivre, et ça m'a poussé, en fait, à une seule chose, c'est de prendre les choses en main moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai arrêté, en fait, de faire appel au système. J'ai pris les choses moi, et moi, j'ai mis en place ce qu'il fallait mettre en place. J'ai suivi ma formation pour être hypnothérapeute, j'ai suivi d'autres formations après, je me suis inscrit à l'université, je me suis débrouillé pour avoir une assistante parce qu'ils proposent un système avec des institutions où tout est réglé d'avance. Mais je ne pouvais pas avoir quelqu'un de différent tous les jours. J'avais eu ça à l'hôpital et c'est trop impersonnel. J'avais besoin de quelqu'un de confiance à qui je peux parler, qui me connaît et puis où je ne dois pas perpétuellement réexpliquer comment on fait les choses, pourquoi, où c'est. Et donc, ça m'a appris en fait à me prendre en main, à prendre mes responsabilités, à écrire des contrats, à étudier la loi, à savoir ce que c'est, toutes les assurances nécessaires pour mon personnel, parce que c'est mon personnel maintenant. Et j'ai appris comme ça, en fait, à gérer presque une mini-entreprise, aussi bien au niveau de la formation que des employés, que des congés, que des assurances, que des impôts, que j'ai du tout à apprendre. Louis est un aventurier. Hors de question qu'il abandonne les cimes des arbres qu'il parcourait enfant. Il apprend à vivre avec son corps et trouve un nouvel équilibre en repoussant les limites. Ski, parachutisme, saut à l'élastique. Louis ose tout et ne s'interdit rien. Seulement, avant de se lancer dans ces défis, c'est au regard des autres qu'il doit se confronter. Disons, au début, j'étais très attentif du regard des autres. Je le sentais peser sur moi partout où j'allais. J'étais fondamentalement un être tellement inhabituel que tout le monde, évidemment, regardait. Et j'avais un a priori négatif au début. Je me disais que c'était par pitié ou bête de foire. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, t'es stupide, t'es pas dans leur tête. Tu sais pas pourquoi ils te regardent. Ça se trouve, ils t'admirent, que tu ne sais même pas. Et à force de réfléchir comme ça, je me suis juste dit que, comme j'étais pas dans leur tête, je ne pouvais pas interpréter leur regard. Et donc, ça devait pas être pesant. C'est un regard comme un autre. C'est inhabituel, c'est plein de choses. Et donc, on me regarde. D'accord. Et même quand il était pesant, je me laissais pas abattre par ça. Vous avez entendu des choses désagréables? Bien sûr. Bah, je me rappellerai toujours un papa qui avait un enfant très, très mignon. Mais le papa qui manquait de tact. L'enfant a dit « Ah, papa, t'as vu? Monsieur, il a pas de bras. » Puis moi, j'ai dit bonjour. Puis je continue ma route. Et en continuant à marcher, j'entends derrière moi « Ouais, tu vois, ça, c'est comme les pingouins. Ça s'appelle un manchot. » Puis ça, c'est fou. Moi, je suis à l'hôpital. Je veux dire, moi, ça me scie. Et des remarques comme ça. Ou bien une personne aussi, j'étais devant l'hôpital, je prenais l'air. Et puis, un groupe de jeunes comme ça, qui vient m'ennuyer. Qui me dit « Mais bonjour, mec !» Qui me tendent la main comme ça. « Pourquoi tu dis pas bonjour ?» Des choses comme ça. Ce sont des personnes... Voilà, je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Moi, personnellement, j'aurais jamais l'idée de faire ça. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Déjà, la perte de mes bras n'allait pas m'empêcher de vivre. Mais alors, le regard que les autres ont sur la paix, ça fait une chaîne trop longue. Ça vaut pas la peine. Finissez même pas la phrase. Non, mais ça s'est fait comme ça dans ma tête. J'ai commencé à... Et puis je me suis dit, ouais, c'est bon. Et puis j'ai tout simplement, voilà, on n'y fait plus attention. En réponse aux nombreuses moqueries endurées, Louis a choisi de se mettre à nu dans un ouvrage où il retrace son parcours hors du commun. Une étape de plus dans la vie déjà bien remplie de ce jeune homme de 22 ans qui désormais veut aider les autres. Vous êtes déjà thérapeute. Oui. Vous avez déjà des patients. Oui. Donc en hypnose, parce que vous voulez faire partager ce que vous avez découvert, et vous avez une sacrée légitimité pour transmettre. Et donc quel type de patient vous avez à 22 ans? Disons, j'ai fondamentalement deux types de patients. J'ai des patients qui viennent me voir pour apprendre l'auto-hypnose, ce que je fais volontiers. Et j'ai des patients qui viennent me voir pour faire de l'hypnose, guidée. Je m'intéresse beaucoup à ce que l'hypnose pourrait apporter au niveau des maladies psychiques. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé aussi à commencer la psychologie à l'université. Et j'ai commencé à travailler avec une dame qui a le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Et essayer de justement travailler sur la perception qu'on peut avoir et comment essayer de la changer. Parce que pour moi, c'est ça l'hypnose. C'est on peut changer notre perception du monde.
Et j'aimerais bien investiguer avec elle comment est-ce qu'on peut changer sa perception du monde pour qu'elle puisse faire des choses qu'elle a envie de faire. Parce que l'envie de faire des choses ne disparaît pas chez ces gens. C'est juste qu'elle ne peut pas s'exprimer. Et j'aimerais bien pouvoir la libérer. Et c'est des rencontres comme ça que j'ai qui sont magnifiques. J'ai eu des personnes qui sont venues pour des douleurs chroniques. Je vois des histoires de vie différentes régulièrement grâce à mes patients. À 22 ans. À 22 ans. Donc, vous comprenez pourquoi je vous vois comme une vieille âme. Vous avez une forme de sagesse incroyable. Évidemment, ce que vous avez traversé peut l'expliquer. J'ai la sensation que vous étiez déjà un peu comme ça avant. Oui, bien sûr. Avant, j'étais déjà en avance un peu sur mon temps. Mais disons que l'accident, ça m'a aussi fait rencontrer tellement de personnes différentes. Et j'écoute. Je ne parle pas beaucoup. Et j'écoutais, je questionnais. Un peu comme Socrate. Moi, je pose des questions. Des questions Comme Socrate. des questions. Et puis, comme ça, j'ai acquis, en fait, du savoir de la vie. Parce que c'est pas du savoir pratique. Je veux dire, j'ai pas appris l'arithmétique ou j'ai pas appris... voilà. Mais j'ai acquis, comme ça, petit à petit, une vision du monde différente. Déjà, je construisais la mienne d'un côté, mais par les autres, et grâce aux autres, j'apprenais encore plus. Et c'est comme ça, je pense que je suis arrivé à un point où je sens que je peux aider les autres dans leur vie, même s'ils ont le double de mon âge. Parce que j'ai des patients qui ont le double de mon âge. Plus du double. Vous êtes un être hors du commun, avec un parcours hors du commun. Comment, nous, les êtres ordinaires, on peut s'inspirer de votre histoire? Ça peut être même complexant. On se dit, nous, avec nos petits soucis... Quand on me dit ça, je réponds toujours la même chose. Ce que moi j'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est une question de méthode. Moi, avec le sport, plus les assurances, plus les démarches, plus trouver un logement, plus ceci, je commençais à avoir beaucoup trop d'objectifs en parallèle. Donc il a fallu les hiérarchiser. Il a fallu des méthodes aussi pour pouvoir commencer à travailler sur un objectif sans avoir la moindre idée de par où commencer. Et donc j'ai commencé à trouver une méthode pour ça. Puis j'ai commencé à trouver une méthode pour me lever plus tôt, parce qu'il me fallait plus de temps dans une journée. J'avais trop de choses à faire. Donc je me suis attelé à ça. Et comme ça, petit à petit, j'ai trouvé tout plein de techniques pour la vie de tous les jours qui permettent en fait d'être beaucoup plus efficace, tout simplement. Bon, vous me croyez si je vous dis que je vous trouve époustouflant. Dans quelques instants, vous allez me présenter votre papa, qui a forcément un point de vue autre sur toute cette histoire, et puis votre fiancé. Oui. Qui va nous parler de votre rencontre et de vous, évidemment. Donc je suis ravi, merci de cette confiance, merci de me les présenter. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre histoire? On pourrait penser que ce garçon a perdu quelque chose, et j'ai la sensation que vous avez un sentiment contraire. Disons que quand on me questionne, je dis souvent, je ne veux pas être connu pour ce que j'ai perdu. Je veux qu'on me connaisse pour ce que j'ai à apporter. J'ai beaucoup de choses à apporter. Et ce que j'ai perdu, finalement, c'est qu'un détail. Et moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que tout est possible. Il n'y a rien d'inaccessible. Il n'y a pas des choses trop grandes, trop belles pour... Non! Il faut oser, se lancer, travailler. Je dis pas, ça va pas être facile, on claque pas des doigts et on n'a pas tout ce qu'on veut qui tombe du ciel. Mais si on applique avec méthode et avec rigueur certains principes, on arrive à notre objectif. Rien n'est impossible. Je veux dire, j'ai quand même été faire 500 km à vélo en campant en août 2015. Donc c'était vraiment, un peu plus qu'1 an et demi après mon accident. Tout est possible. I've only got the notion to say. Et puis, c'est pas une différence qui doit nous arrêter non plus. Parce que c'est deux choses différentes. Tout est possible, oui. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas y accéder. C'est pas parce qu'on est un peu original que c'est pas bien. J'ai de la peine, moi, avec cette manière de pointer la différence du doigt. J'ai envie de toujours rappeler que la différence, c'est ce qui a fait notre monde. Je veux dire, celui qui était assis, qui a vu une pomme tomber et qui en a déduit la gravité, on le prenait pour un fou au début. Il était complètement original, tout le monde le trouvait bizarre, mais ça n'empêche que maintenant, c'est comme ça qu'on connaît notre planète.
L'originalité, c'est positif. Penser différemment, c'est positif. Et on en a besoin. Surtout maintenant. Parce qu'on voit que les systèmes et les modèles qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui arrivent un peu au bout. Ils sont essoufflés. Là. Il nous faut de nouvelles idées, de nouveaux grands penseurs. Et ça, c'est l'originalité qui va nous les amener. Et donc, la différence. La différence, c'est bien. Rien à dire. Merci. Merci à vous. Merci d'exister. C'est gentil. On va les recevoir. Ouais. Mes invités comme Louis aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Bonjour. Bonjour. Avec ses proches, je vais tenter de mieux comprendre comment on peut surmonter le pire et tous apprendre de son expérience. Bonjour, Cyril. C'est vous le papa? Ah oui. Il va falloir m'expliquer comment vous avez fait pour faire un enfant pareil. Ah, mais il y a une marque de fabrique. Hein. C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, on doit transmettre aux enfants pour être capable de vivre les expériences de la vie de cette manière? Vous y êtes pour beaucoup, j'en suis sûr. Avec la maman. Oh, modeste. On passe au salon? Alors je vous laisse vous installer. Louis, Thierry, Marine. Vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous souhaitez boire? Moi je vous conseille infusion, j'ai un Volontiers. peu au bas. Alors je vais vous dire dans quel état je suis, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un de hors du commun qui a vécu une expérience hors du commun. Et vous qui l'avez connu avant, je pense que vous allez me confirmer qu'il était déjà très spécial. Ouais. Et donc, c'est tellement... Il n'y a pas de mots, en fait. Parce qu'il a vécu quelque chose de presque unique. Et il en tire des enseignements incroyables. Il a envie de les transmettre. J'ai pensé pendant tout cet entretien à des tas d'amis. J'ai pensé à mon fils. J'ai pensé à plein de gens à qui j'ai envie qu'ils dédicacent le livre. Parce que ce garçon a décidé de transmettre et a décidé de faire une méthode pour s'accomplir. C'est-à-dire que de toute cette expérience, il a tiré des enseignements. Et la question que je me pose, et vous allez m'aider forcément, parce que le côtoyer au quotidien, c'est comprendre comment on peut, nous, être ordinaire, dans une vie ordinaire, s'inspirer de quelque chose de hors du commun. C'est ça la question. Il en est convaincu, il dit tout le monde peut le faire, et je pense que vous allez m'aider à comprendre. Alors, bon, on pourrait penser que ça, c'est depuis l'accident. Je veux savoir si, depuis l'enfance, dans les valeurs que vous essayez de transmettre de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il y a aussi ce qu'on est, la marque de fabrique dont vous parlez, c'était quoi finalement l'éducation, les valeurs? Bah, ce qui est toujours important, c'est avoir une ouverture, enfin, l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'envie de faire plein de choses et de donner l'occasion de pouvoir les faire. C'est toujours dommage qu'un enfant ait plein de limitations, qu'on lui mette des obstacles. Je pense que la vie, il y en a suffisamment. Et quand on peut, je dirais, un peu lever des obstacles et permettre comme ça de s'élargir, bah, c'est ça qui donne l'envie de faire plein de choses. Mais dans l'éducation, par exemple, vous l'appliquez comment? Parce que souvent, les limites qu'on met aux enfants, c'est parce que ce sont nos peurs. On a peur qu'ils se fassent mal, on a peur qu'ils soient déçus, on a peur qu'il y ait des mauvaises expériences. Ah ouais, bon, avec Louis en particulier, parce que depuis tout petit, c'est un grimpeur. Donc, c'est voilà. vrai cette histoire de, à la crèche, à 2 ans, il monte sur une armoire de 2 mètres. Ah oui, c'était une grande cheminée ancienne où, je dirais, le bord était vraiment très très haut. Il n'y a personne qui sait comment il a réussi à grimper. Vers des tiroirs? Ouais, et voilà, il était au-dessus. Donc une nature d'explorateur. Voilà, et sans peur. Mais sans être suicidaire ou casse-cou non plus. Donc il y a toujours un bon équilibre. La curiosité était plus forte que le reste. Ouais. Et quand cet enfant sèche l'école, très jeune, là aussi, plein de parents peuvent s'inquiéter s'il ne fait pas d'études, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans la vie, etc. Alors que là, s'il y a bien quelqu'un pour qui je ne suis pas inquiet, c'est lui. Mais à l'époque, quand il a 12 ans, comment vous le vivez, sincèrement? Déjà, faut se rappeler qu'au même âge, on n'a pas été exemplaire non plus. En finale, il y avait toujours des bons résultats. Oui, il n'était pas souvent à l'école à certains moments, mais n'empêche, les profs l'aimaient bien. Donc finalement, est-ce que la présence est obligatoire? Oui, normalement. Mais c'est peut-être pas là. Il disait ça à l'époque ou pas?
Disons, je pense qu'il y a eu le temps qui a un peu lissé les choses, parce que... mais- Oui, parce que bon, quand même, le but, c'était que tu ailles à l'école. Non, merci d'être sincère. Donc j'ai une toute petite idée du garçon qu'il était, évidemment, et je vois donc un gamin explorateur qui veut voir le monde, et ça explique plutôt comment il a vécu ce qui aurait pu être une tragédie, et lui il parle de deuxième chance, donc c'est un vocabulaire incroyable, une vision du monde incroyable. Est-ce que de votre point de vue, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans son histoire, c'est qu'il va vivre quelque chose de très brutal, mais il ne se souvient de rien. Et ça, c'est particulier dans une vie. C'est comme s'il y avait une autre vie qui commençait. Et d'ailleurs, quand je dis une autre vie, c'était pas sûr qu'ils vivent. Donc pour des parents, ça doit être très spécial. Comment cet événement rentre dans votre vie? Comment vous apprenez qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a un accident très grave? La façon la plus détestable possible, avec 2 policiers qui font leur travail au milieu de la nuit, où on ouvre la porte en croyant que c'était lui qui avait oublié ses clés, et ce sont 2 policiers, 2 policiers qui commencent à faire leur enquête, donc qui ne disent pas ce qui s'est passé. Il pose des questions sans vous dire pourquoi il vous pose des questions. Exact. Donc il y a eu quelque chose, et ils doivent tout d'abord nous interroger. Et vous répondez pendant combien de temps à des questions sans savoir ce qui s'est passé? Alors, j'ai l'impression que c'était 1 heure, D'accord. mais c'est très vague. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête pendant 1 heure? On sent l'angoisse monter de plus en plus, parce qu'on ne sait pas, est-ce que il faut aller le chercher en prison, ou est-ce qu'il est mort, ou on ne sait pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment un moment, mais rien que d'en parler, ça, c'était terrible. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes avaient du mal à en parler? Non, je pense pas. Ils étaient très professionnels. Et donc au bout d'1 heure, ils vous disent quoi? Et donc finalement, voilà, ils nous disent que Louis a eu un accident très grave. On ne sait pas quoi exactement, et qu'il a été évacué vers l'hôpital de Lausanne. Et là, vous arrivez aux urgences et vous ne pouvez pas le voir? Non. Et on vous dit quoi? Alors, le personnel à l'hôpital avait vraiment été très très bien, très humain. Donc ils nous ont rapidement dit ce qu'ils pouvaient dire. Donc que c'était très grave, qu'il était malheureusement entre la vie et la mort, qu'ils étaient occupés à s'occuper de lui pour essayer de le sauver. Et que voilà, on pouvait s'installer là et puis attendre, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Donc lui, il n'a pas de souvenir de ça. Vous avez des souvenirs, j'imagine, indélébiles de ce moment. Oui, ça marque très fort. Parce que bon, je veux dire, comme tous parents, les enfants, on veut les protéger, que tout se passe bien pour eux, qu'ils se blessent jamais. Et puis, voilà, il y a quelque chose de très grave. Et puis, on se sent inutile, parce que on peut juste s'asseoir et puis et attendre. L'angoisse et l'impuissance. Ouais. Et à quel moment vous le voyez physiquement? Dans ma mémoire, mais ça reste toujours un peu vague. Ça a été le lendemain. C'est quoi la scène? C'est quoi vous voyez? Des machines partout, il a expliqué? Le chirurgien responsable est venu nous voir pour nous dire que ça allait être impressionnant. Puis rentrer dans cette chambre où il y avait un nombre impressionnant de machines autour de lui perdu dans un lit entièrement recouvert. Sauf le visage, et des tuyaux, des fils partout, des bip-bip. Je supporte plus les bip-bip. Les machines qui font bip-bip, ça m'énerve. On peut le comprendre. Et à ce moment-là, on vous dit ce qu'il a physiquement? Alors, on nous l'avait dit. On avait dit qu'il avait été traversé par un arc électrique. C'est quoi un arc électrique? Donc vraiment comme un éclair. On savait que l'accident avait eu lieu près d'une ligne de chemin de fer. On nous a dit qu'il n'avait pas touché un câble électrique, et qu'il était très très gravement brûlé. Entre 50 et 60%, c'était pas encore très précis à ce moment-là. Et à un moment donné, il y a un être humain qui va vous expliquer que il va falloir amputer votre fils des 2 bras. C'est avec ces mots-là? Oui. Alors ça, c'était plus ou moins 2 semaines après. Donc il l'avait mis dans un coma artificiel parce que la douleur allait être trop forte. Donc voilà, pour son bien, il fallait le mettre dans le coma. Et que ses reins posaient beaucoup de problèmes, parce que ses bras étaient tellement abîmés que ça l'empoisonnait de l'intérieur.
Et donc, à un moment donné, le chirurgien nous a accueillis avec un psychologue pour nous dire, ben voilà, il y a un choix à faire. Choix entre quoi et quoi? Alors, soit on doit l'amputer des 2 bras parce qu'ils sont trop abîmés et ça l'empoisonne, donc ça va le faire mourir. Soit on ne le fait pas et quelque part, ben, on décide de le laisser partir. Est-ce qu'il y a un choix? Non, c'est pas un choix. Enfin, je veux dire, la vie est tellement précieuse. Enfin, du moment qu'il y a un espoir, quel qu'il soit, il faut y aller, il faut le jouer. Donc, c'est pas un choix. Mais bon, je dirais, d'un point de vue de l'hôpital, c'était un choix qu'il devait poser, puisque Louis ne pouvait pas décider pour lui-même. Et donc, la décision revenait à ma femme et à moi-même. Et Louis, vous en avez parlé de ça, de ce moment précis où vous êtes dans le coma et vos parents sont amenés à faire un choix? Vous avez parlé de ce moment? J'ai beaucoup discuté de ça, surtout avec ma mère. Et elle m'a toujours dit que finalement, c'était elle qui avait décidé de me laisser vivre comme ça, qu'ils avaient dû prendre la décision et que je voyais que ça pesait lourd. Et puis, j'ai toujours voulu lui faire comprendre que en choisissant de me laisser vivre, en fait, elle choisissait de me laisser le choix. Parce qu'en me réveillant, j'aurais très bien pu décider de juste me laisser mourir. J'avais, honnêtement parlant, toutes les cartes en main pour le faire. Il suffisait que je ne me batte pas et que j'attende. Et ça allait plus ou moins arriver tout seul. Donc pour moi, ils ont pris le choix de me laisser le choix. Pour moi, c'est ça. C'est important pour vous qu'elle vous entende. Oui. Oui, parce que j'estime pas que c'est eux qui ont pris le choix. C'est moi qui ai décidé de continuer comme ça. Et moi, je les remercie de m'avoir laissé choisir. Ça, c'est clair. Et très impressionnant, évidemment. Parce que, d'abord, c'est impossible de se mettre à sa place. Et puis, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de l'écrire sur un fronton d'immeuble. J'ai envie de faire des t-shirts. À chaque fois que vous dites une phrase, j'ai envie de faire des t-shirts. Vous savez, quand on cite Platon, on cite plein de gens, vous avez vous aussi des phrases fortes. Hein. Il y a une que j'adore. C'est « Tant qu'on n'est pas sûr ». Lorsque rien n'est sûr, tout est possible. J'ai l'impression que ça va devenir ma devise pour le reste de mon existence. Donc si on prend la suite du récit, 6 semaines de coma. Ouais. Avec là des incertitudes. Beaucoup. Sur quoi? Sur la question de est-ce qu'il va se réveiller? Oui, parce que comment je dirais donc l'amputation des 2 bras, c'était pour lui donner une chance de vivre. Mais pendant les 3-4 premières semaines, il y a eu des hauts et des bas, des problèmes avec les reins, le cœur qui a lâché à un moment donné, et puis il a commencé à se stabiliser. Donc là, on a pu commencer à y croire, mais toujours avec beaucoup d'angoisse parce que, je dirais, à un moment donné, on savait qu'il allait vivre, mais on ne savait pas dans quel état. Parce qu'on nous avait prévenu que, je dirais, il y avait peu de chances qu'il puisse remarcher, qu'on n'était pas sûr que son cerveau allait être intact. L'électricité, ça fait pas de bien au cerveau, plus l'arrêt cardiaque avec tous les problèmes que ça peut générer. Donc on ne sait pas comment il va être, si c'est Louis qui va se réveiller ou à la limite un légume. Donc là encore, suspense insoutenable, angoisse et impuissance. Ouais, toujours. Parce qu'à part être, venir le voir, être à côté, lui parler en se disant que voilà, il y a des chances qu'il nous entende quelque part. Ce qu'on croit très fort parce que de temps en temps son visage réagit. Mais on ne sait pas très bien si c'est des réflexes ou si ça n'a rien à voir ou si c'est parce qu'il nous entend un peu. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors vos parents parlent sans savoir si vous entendez. Aujourd'hui, la réponse c'est quoi? Honnêtement, j'ai aucun souvenir de quand ils m'ont parlé. Moi, mon souvenir le plus fort, j'ai eu des cauchemars atroces. Ça je m'en Pendant rappelle cette bien. période. Ouais. Mais j'ai eu un rêve avant de me réveiller. Puis c'était ma sœur qui avait en fait téléchargé la bande-son d'un film qu'on regardait tout le temps ensemble. Ça, c'est ma sœur qui l'a fait dans la réalité. D'accord. Et dans le rêve, en fait, moi, je revivais ce film. C'est Le Grand Voyage. C'est une bande de chiens, 2 chiens et un chat qui s'égarent, qui doivent retrouver le chemin de la maison. Et pour moi, c'est une symbolique hyper forte. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, à la fin du film, je me réveille. J'ai l'impression, que
quelque part, elle m'a montré le chemin de la maison. Alors, le réveil, vous vous rappelez du même moment? Ouais. C'était un instant très très dur, hein. C'était le moment de vérité. D'abord savoir si c'était Louis qui se réveillait ou pas. Et puis, forcément, l'annonce. Dire, ben voilà, la vie sera plus jamais la même. Bon, à ce moment-là, ce sont les médecins qui ont pris le relais. Ils vous avaient donné l'ordre de ne Ouais. rien dire. Ouais. Effectivement, quand vous vous réveillez, pendant une semaine, on ne vous dit pas que vous avez été amputé des deux mains. Et ça, on vous a demandé de ne pas lui dire. Ouais. Ce qui est une situation, là aussi, complètement irréelle, comme dirait Louis. Ouais. Le but des médecins à ce moment-là est de, tout d'abord de le réveiller complètement, parce qu'après 6 semaines, il ne se réveille pas à l'instant, donc il doit émerger. Ils veulent aussi contrôler dans quel état psychologique il est, etc. Donc il y a le choc du réveil, et pas d'ajouter dessus le choc, mon gars, t'as plus tes bras. Donc faut y aller graduellement. Et donc là, on est obligé de faire cet accompagnement-là, et puis juste de lui parler de tout et de rien, et surtout pas de l'amputation. Et donc, vous vous réveillez en présence des médecins, et vos parents arrivent rapidement. Donc, vous avez quel souvenir de ce moment, l'un et l'autre? Moi, quand j'ai ouvert les yeux, je me rappelle du calme. Ça m'a calmé beaucoup de les voir. Je venais de voir une infirmière, puis ça posait un peu la question avec son équipement. Puis après, les voir, ça m'a calmé. Ça m'a fait réaliser aussi que c'était pas rien qui m'est arrivé. Ça, ils le portaient sur eux. Parce que bon, je les connais bien. Donc moi, ça a été deux choses très contradictoires finalement. Très paradoxales comme situation pour moi. Et vous tirez quel souvenir de ce moment? Moi, je garde un souvenir incroyable. On était très angoissés sur son réveil, etc. Et lui rassure sa mère en lui disant une blague comme... il aime bien faire des petites piques, etc. Et puis, hop, la petite pique à maman, alors qu'il est encore à moitié groggy. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce qu'à ce moment-là, je dis, ça va. Le cerveau fonctionne, il est de retour. Voilà. Et vous vous rappelez ce qui vous passe par la tête? C'est quoi? C'est l'instinct non, je me de vouloir la souviens bien. rassurer? J'avais tendance à vouloir dire quelque chose, mais il y avait quelque chose de complètement différent qui sortait de ma bouche et je comprenais pas du tout pourquoi. C'était vraiment, je voulais parler de la lumière et je me mettais à parler du petit-déj que j'avais mangé 6 mois auparavant. Enfin, c'était... Et ma mère, pour pas me froisser, elle me disait « Ah oui, non. » Et puis moi, je me rendais compte. Et donc à la fin, quand j'ai enfin repris possession de mes mots, je lui ai dit « Non mais attends, mais je te raconte de nouveau n'importe quoi. Et toi, tu dis « Ah oui. oui. » Et puis là, c'est là qu'elle a rigolé, puis elle m'a dit « Ah, t'es de retour. » Alors, 10 mois d'hôpitaux, des dizaines d'opérations impossibles à imaginer, que lui qui le sait, ce qu'il a vécu. Et puis, ce que je trouve assez fascinant, c'est une rééducation où au départ, il ne veut pas faire comme tout le monde, et il va se mettre à inventer, à réinventer une nouvelle vie. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous servir de modèle, donc vous inventez une nouvelle vie. Vous assistez à ça, vous connaissez son caractère, mais vous assistez au moment de découragement, au moment d'enthousiasme, votre regard de parent sur cette période. Déjà, c'est l'envie d'être là et de faire évidemment tout ce qu'on peut pour l'aider, quoi que ce soit, de l'encourager, parce qu'on sent bien que il est en train de reprendre un nouvel élan, donc l'aider pour toute l'improvisation. Bon, il a toujours été très créatif et puis très constructeur derrière ses idées très nouvelles et de création. Bon, il a plus ses bras, donc on va faire un peu les mains à sa place pour lui permettre justement de trouver tous ces trucs, ces astuces, ces accessoires, enfin tout ce qu'il peut inventer. C'est quoi les trucs et astuces et accessoires alors concrètement? Parce qu'effectivement, à partir de là, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et vous décidez que si, on faudra faire. On a donné l'exemple de la douche, Voilà. mais dans la vie quotidienne, du coup, c'est quoi les trucs et astuces? En quoi votre esprit créatif va se mettre en place? Grosso modo, en fait, je devais créer des machines pour tout. Donc j'ai commencé à faire machine après machine. J'ai commencé par la douche. A suivi derrière, évidemment, pour aller dans la douche, il faut se déshabiller.
Et après la douche, il faut se rhabiller. Donc il fallait quelque chose pour l'habillage. Par tâtonnement, on a commencé. Puis toujours avec l'aide de mon ergothérapeute, on a trouvé quelque chose de fonctionnel. On est passé après sur un projet qu'on avait commencé à l'hôpital, mais qui n'avait pas été très très fructueux. On avait essayé de faire des sortes de prothèses d'attente pour que je puisse faire quelques trucs. Et j'ai repris ça et en fait, on est arrivé à faire des prothèses où j'ai mis un point d'honneur à pouvoir les mettre et les enlever moi-même. Parce que pour moi, prothèse, c'est autonomie. Et autonomie, c'est je peux tout faire moi. Et après, on a commencé à faire autour de là de quoi dessiner, de quoi écrire, de quoi surligner, de quoi lire, de quoi cuisiner. Et puis petit à petit, comme ça, à chaque fois, c'était comme une énorme liste de ce que c'était vivre. Et par étapes, on faisait des checks. C'est-à-dire que là, vous redécouvrez point par point tout ce qu'on fait tous sans nous en rendre Sans compte. réfléchir. Exact. Ça vous donne une conscience de l'existence qui est différente. Oui, bien sûr. Ça fait comprendre quand même assez frontalement que ma vie va plus être la même et puis elle sera différente de tous ceux qui m'entourent. Mais revoir tout ce qu'on fait comme ça machinalement, ça m'a aussi remontré la beauté de l'être humain en quelque sorte. Parce que moi, j'ai voulu par exemple faire une prothèse pour manger. Mais vous savez que le mouvement pour manger, c'est ultra complexe. Parce qu'il y a le coude qui rentre, il y a le poignet qui est là pour stabiliser, il y a les doigts qui équilibrent aussi un peu la fourchette. C'est hyper complexe. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est aussi bien fait? Non. Mais en soi, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est quelque chose qui m'a montré que on passe à côté de tellement de choses magnifiques, juste parce qu'on les voit tous les jours, qu'il serait peut-être bien qu'on s'arrête de temps en temps pour se le rappeler et les voir. Thierry, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils qui est plus vieux que vous dans sa tête? C'est un sage qui parle, il a 22 ans. Il a une légitimité, c'est pas quelqu'un qui veut donner des leçons, il fait très attention dans son vocabulaire pour ne pas donner l'impression qu'il donne des leçons, mais il a tellement envie de faire partager son expérience, de transmettre et que son histoire serve à lui et aux autres. C'est ça que je sens évidemment. Donc vous avez un fils qui est une vieille âme comme on dit, et je vais demander à la fiancée, vous aimez les gens plus vieux que vous, non? Même si en vrai vous avez 2 ans de plus. Vous êtes Non, d'accord pour franchement, dire c'est aussi ça qui m'a beaucoup attirée chez lui, c'est que c'est vraiment une belle personne et puis il sait vraiment entreprendre les choses, il sait où il va et puis moi, c'est quelque chose qu'il me faut, une personne qui m'accompagne, qui sait où il veut aller. Quelqu'un de solide en fait. Quelqu'un de solide, voilà. Quelqu'un de solide, avec un bon caractère, juste ce qu'il faut, quand il faut. Alors, réaction du père d'avoir un fils qui est un sage, et ensuite, rencontre amoureuse. Ah. Et le père. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les dialogues ont changé forcément. Alors, les dialogues ont changé, pas tellement que ça, parce qu'on a toujours été bavard, et puis on ne parle pas tellement de la pluie et du beau temps, on parle de beaucoup de choses. On a eu la remarque d'amis qui mangeaient avec nous, dire que la conversation à table, c'était quand même vachement difficile à suivre. J'avoue, hein, des fois c'est difficile à suivre. Hein. Par exemple. Mais c'est bien, parce que c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est vachement enrichissant. Par exemple. Il peut le parler autant de tout ce qui est politique, ce qui est, comme on en parlait aussi avant, il connaît tous les noms des oiseaux pratiquement, les noms des arbres, les noms des feuilles, enfin, il est incroyable. Pour ça, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enfin, ça fuse tout le temps et c'est incroyable. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est beau. Enfin, c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est pas juste parce qu'il est beau. Non, ben bien sûr que non. Comme je dis toujours, c'est une personne qui vaut la peine d'être découverte, vraiment. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Hein. Je peux dire, vous prêchez un convaincu. Je voudrais quand même dire un mot, parce que tout est tellement simple quand vous le racontez, simple quand vous le dites. Je pense au regard des autres. Alors, il m'a raconté 2-3 situations où je ne savais pas que ça existait sur Terre. Vous, en tant que père, qu'est-ce que vous avez vu dans le regard des autres? Qu'est-ce que vous avez entendu qui pourrait paraître hallucinant? De temps en temps, enfin, le regard des autres, surtout quand on est dans une situation un peu fragile aussi, parce que je me souviens à l'hôpital, on était dans l'ascenseur pour retourner vers sa chambre, et un papa avec son fils, le fils qui le regarde dit pas de bras, et le père qui dit bah ouais, il n'a pas été sage, on lui a enlevé ses bras. Et lui, il n'a pas eu de neurones, en fait. Non, mais je ne peux pas imaginer que vous avez entendu ça. Je vous crois, évidemment. Si. Je me rappelle même pas de ça. Non, Si, mais je peux bon, pas lui à imaginer. côté qui me dit non, laisse tomber papa, parce que bon, on va pas refaire. Et il ne s'en rappelle même pas.
Ça veut dire que si ça ne rappelle pas, c'est qu'il n'y a même pas de charge émotionnelle. Donc Non. Non, et c'est pour ça, bon, on laisse passer, parce que si lui s'en fout, on va pas s'énerver. Sur le regard des autres, Marine? Mais moi, écoutez, tout se passe bien parce que lui s'en fout, comme vous le dites. Donc, pourquoi moi, je devrais être sensible au regard des gens? Enfin, s'ils veulent regarder, ils regardent. Et puis, de toute façon, moi, je sais que je suis bien avec Louis et que je vis une vie tout à fait normale et puis encore mieux, je suis sûre, que d'autres femmes. Donc, non, moi, l'important, c'est que je sois heureuse avec lui et puis que lui soit aussi heureux avec moi. Et voilà. Bon, vous savez qu'on est tous les êtres humains sur la planète sont fans d'histoires d'amour parce qu'on adore les comédies sentimentales. Donc la rencontre, elle a lieu où? À mon lieu de travail. C'est quoi votre lieu de travail? En fait, je suis monitrice de cours collectifs. Et puis, ben voilà, Louis, sport. Louis, fan de sport, tous les matins, 9h30 pétante, il est là, il vient s'entraîner. Qu'est-ce que vous remarquez en premier? Soyez sincère. Sincèrement, il était super séduisant. C'est vraiment... Parce que, bon, déjà, mon patron m'avait déjà dit « Ah, tu verras, c'est un beau garçon ». Donc, je l'attendais avec impatience. Et puis je l'ai vu et puis j'étais pas curieuse à savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Enfin, j'étais vraiment curieuse à savoir qui c'était. Et voilà, je cherchais de temps en temps à être là en réception quand il était là pour pouvoir pas louper le moment. Je regardais l'horloge et tout. À l'entrée de la salle de sport, c'est ça? Voilà, il y a une réception avec un petit bar. Et puis il s'installait souvent un petit moment en réception. Et puis c'est comme ça qu'on a engagé la conversation. Qui engage la conversation? Bah, normalement, si je me souviens bien, c'est moi, vu que c'est moi qui travaille dans le fitness. Donc c'est quand même moi qui dois engager la conversation avec le client, ce qui est logique. Ouais, après, c'était Les deux, l'un et l'autre, enfin voilà. Et il se trouve qu'elle est très belle aussi, donc c'est la première chose que vous avez vue? Non, moi, pas du tout. Non. Alors moi, pour ça, je suis pas au risque. Bon, je lui ai déjà dit, donc je risque pas de la froisser aujourd'hui, mais je lui parlais parce que je la trouvais intéressante, puis j'aimais bien discuter avec elle, mais j'avais vraiment pas été chercher plus loin du tout. En fait, pour moi, c'était... La petite du fitness. La petite blonde du fitness. C'est elle qui le dit, mais forcément, elle l'a entendu quelque part. Non, mais c'est parce que fondamentalement, moi, je suis quelqu'un de très, très respectueux. Elle était au travail, ça se fait pas de commencer à regarder avec trop d'insistance ou draguer quelqu'un qui est au travail. C'est pas l'endroit pour faire ça, et donc moi, je me disais plutôt, si je la croise à l'extérieur, j'engagerai la conversation. Donc des principes, ça s'appelle. Voilà. C'est pas le cas de tous les gens qu'on croise dans la vie. Non. Donc vous finissez par avoir un rendez-vous quand même? Un rendez-vous, oui, parce que j'ai pris les choses en main et puis je lui ai envoyé un petit message sur Facebook. Parce qu'il a fallu, en fait, une fois, un samedi matin, par hasard, il est venu s'entraîner et puis moi, je donnais cours. Et quand je suis descendue des escaliers, je l'ai vu. Et je sais pas, j'ai eu la banane. J'étais toute contente et je me suis dit dans les vestiaires, mais faut que tu l'écrives, c'est pas possible. Donc je lui ai écrit et puis c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, en fait. Donc c'était d'abord de l'amitié ou c'était tout de suite une histoire d'amour? C'était des petites discussions, des petites rencontres. C'était pas vraiment de l'amitié, parce qu'on n'était pas amis, mais c'était pas de l'amour non plus. Et puis quand elle m'a écrit, là, c'était lancé, évidemment. Enfin, je veux dire, elle m'intéressait. Puis j'ai pu déceler que peut-être je pourrais l'intéresser. On est arrivé après à un moment où elle m'a proposé d'aller boire un verre. Et je pense que c'est à partir du moment où elle m'a proposé ça que ça s'est un peu précisé, parce que j'ai dû quand même lui dire, en fait, écoute, je sais que j'ai dit oui, en fait, pour aller boire un verre dans un bar, mais il faut que je revienne là-dessus. Parce que va falloir que tu viennes chez moi. Et là, moi, je me suis dit, ouais, elle va me prendre pour un pervers, pas possible. Donc j'ai tout de suite dit, je sais que ça a l'air très intime, mais crois-moi, ça l'est beaucoup moins que d'aller dans un bar. Et puis quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit, écoute, si je dois aller pisser, chez moi, je peux. Dans un bar, je vais devoir te demander. Et puis au premier rendez-vous, tu me vois à poil, on va éviter quand même. Donc je l'ai fait venir à la maison. Et puis après, quand elle est arrivée, on a discuté, en perdant complètement la trace du temps. Ouais. On a discuté jusqu'à 2h du matin. Et puis, en fait, c'est au départ que ça s'est fait. Est-ce que l'accident peut enlever de la confiance en soi dans la relation sentimentale? Au début. Honnêtement, non. Moi, mes craintes, en fait, concernant mon accident, c'était au beaucoup plus long terme. C'était plus dans la catégorie être papa. C'est là que j'avais des craintes. Mais la relation en tant qu'elle-même, j'ai jamais vraiment eu peur. D'ailleurs,
Tu m'en as parlé le premier soir. C'est-à-dire? On avait déjà un peu échangé par rapport à ça, que ses craintes, c'était le fait de ne pas pouvoir être un aussi bon papa qui rêvait d'être. Enfin, ouais, c'était... Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des questions qui se posent, qui ne se posent pas d'habitude? Mais non, c'est ça, en fait, je ne l'explique pas. En fait, j'ai pas eu envie tout de suite, en fait, de connaître davantage ce qui lui est arrivé, enfin, pourquoi, comment. Enfin, j'étais vraiment attirée plutôt par le connaître, lui. Ce qui m'intéressait, c'était pas savoir pourquoi il avait perdu ses 2 bras. Tout était naturel pour vous? Est-ce que c'était naturel autour de vous? Ben, pour ma famille, franchement, ça s'est fait très naturellement, parce que j'ai une famille très ouverte. Et ma meilleure amie, par exemple, aussi, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était nickel. J'ai pas eu de soucis avec ça. Alors moi, quand je lui parle, j'ai l'impression parfois de parler à Léonard de Vinci, vous savez, qui a inventé plein de machines. Donc vous avez découvert son quotidien, sa créativité, et donc les solutions qu'il apportait à tous les problèmes qu'il pouvait rencontrer. Et donc, de votre point de vue, parce que vous découvrez tout en même temps, qu'est-ce que vous voyez? J'ai rien vu, parce qu'on voit rien. Vraiment, il y a tout qui est caché, c'est vraiment au détail près. Enfin, il est comme ça, il est carré, il veut tout faire bien, et puis... Donc on voit pas du tout. Il faut vraiment vivre avec lui et puis le connaître davantage pour savoir quelles sont ses astuces et ses techniques, en fait. Bon, alors les astuces et les techniques, il en parle dans ce livre, hein. 15 000 volts, une méthode, c'est ça qui m'impressionne, une méthode pour s'accomplir, un récit de résilience. Donc, encore une fois, je pense à tous les gens à qui j'ai envie d'offrir ce livre, et vous pensez à tous ceux à qui ça peut servir. Et donc, avant que vous me disiez ce que vous avez écrit pour ceux qui l'ont lu, en quoi nous, qui avons une vie plus ordinaire, on peut tirer des enseignements pour avoir une vie qui a du sens. Parce que c'est ça au fond, hein. Vous voulez nous enseigner une vie qui a du sens, qu'on ne se fasse pas des nœuds dans la tête, qu'on arrête de se perdre dans des choses pas essentielles. Et vous nous aidez à faire ça, finalement, à trouver ce qui est essentiel pour nous. En quoi, voilà, vous, vos amis, ceux qui ont lu le livre, ont tiré des enseignements pour la vie ordinaire, des gens ordinaires? Mais enfin, ceux que je connais, c'était beaucoup pour la confiance en soi. Beaucoup ont pris note de ça. Par exemple, de s'énerver pour un rien. Moi, il m'a appris à voir le côté positif des choses. Typiquement, l'autre fois, j'étais dans un bouchon. Si j'étais pas avec Louis, je me serais énervée. Je suis dans les bouchons, je vais arriver en retard. Et j'ai appris avec Louis, par exemple, que voilà, j'étais à l'arrêt sur l'autoroute. J'ai regardé ce qui se passait autour de moi. J'ai vu une fleur. Je me suis dit, waouh, elle est belle. Enfin, je me dis, si j'avais pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait autour de moi, je me serais même pas rendu compte. Des fois, il faut juste positiver et puis arrêter de s'énerver pour si peu de choses. Donc on passe notre journée à vivre des émotions négatives comme la colère, la peur, etc. Et ce qui nous apprend, c'est à porter son attention sur d'autres choses, voilà. Changer son regard et du coup presque de réalité. De réalité. Thierry, vous comprenez le sens de ma question? Oui, tout à fait. D'accord, quelqu'un d'extraordinaire qui a vécu quelque chose de hors du commun et qui a la sensation que tout ce qu'il a vécu, ça peut aider tout le monde dans ses problèmes au quotidien, dans plein de sujets. Donc vous, est-ce que vous voyez quel genre de choses il peut nous aider à régler? Déjà, ce que j'ai trouvé fascinant, dans quelque chose qu'il m'avait dit à l'époque, c'est maintenant je suis comme un bébé, je vais devoir tout réapprendre et je vais réapprendre mieux. Alors, je trouvais ça, tout d'abord très vrai, mais ce qui m'avait vraiment beaucoup interpellé, c'était tout réapprendre mieux, pas comme tout le monde, pas pour retomber dans un quotidien. Je trouve que dans toutes ces démarches, il y a tellement d'attention à tout ce qui est positif. Alors ça intervient sur plein de choses, mais dans le quotidien, on a tous tendance à râler ou à avoir plutôt le côté de se plaindre, etc., sur ce qui ne va pas, et jamais parler en fait de tout ce qui va bien. Et rien que de faire cette démarche et de profiter en fait de tout ce qui se passe bien tous les jours, je pense que ne fût-ce que cette étape-là, ça apporte énormément. Ça apporte de la joie de vivre, et puis une fois qu'on est heureux de vivre, on fait d'autres choses encore différentes, et ça vraiment, c'est un cercle vertueux qui entraîne les gens. Et c'est ça que je trouve formidable dans ce qu'il a fait, c'est apporter ces gens à en rentrer dans ce cycle qui finalement après s'auto-alimente, et puis porte les gens vers des nouvelles choses, nouvelles façons de faire, de penser, etc. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire dans ce qu'il fait et comment il accompagne les gens aussi pour pouvoir le faire. Et ce qu'il a traversé, évidemment, lui confère une incroyable légitimité.
pour pouvoir dire ça? Il parle d'expérience, c'est pas de l'observation comme c'est Ou de la souvent le cas. théorie? Il l'a vécu et c'est ce que lui a vécu qu'il essaie de transmettre. Bon. C'est impossible de se dire au revoir parce qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un comme ça, on a envie de l'avoir dans sa vie, tout simplement. Et je voulais juste que vous lui disiez ou que vous me disiez finalement, qu'est-ce que ça vous apporte de connaître un être humain comme celui-là sur cette planète? Énormément de choses, mais peut-être que je vais répondre à côté, mais la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est que il faut le tout pour faire un monde et il me faut toi pour faire le mien, tout simplement. Donc moi, c'est clair qu'en disant ça, on peut bien comprendre qu'il m'apporte énormément. Donc comme je disais aussi avec son papa, je veux dire, à chaque journée est enrichissante en fait, donc il m'apporte tout. Vraiment tout. Thierry? Normalement, c'est les parents qui enseignent aux enfants, qui essaient de leur apporter des choses pour trouver leur place. Et là, pour le coup, vous avez un fils de 22 ans qui est en train d'apporter des choses à des milliers de gens. Alors, je suis tout à fait d'accord. On apprend tous les jours et quand on est avec lui, on en apprend encore plus. Ce que je trouve le plus merveilleux, tout d'abord, je l'aime. Je veux dire, mais ça, c'était déjà avant. Mais ça redonne aussi confiance aux gens humains. Parce que je veux dire, on lit tous, tout ce qui se passe partout, c'est pas joyeux. Les guerres, vraiment beaucoup de cette histoire. Mais il y a moyen, je dirais, de nouveau avoir confiance dans ce que le potentiel des gens, ce qu'ils peuvent apporter, etc. Et de le voir, lui, apporter, je dirais, tout ce qu'il a pu vivre pour aider les gens à être différents. Moi, ça me redonne, sincèrement, beaucoup de confiance dans le genre humain. Je vous comprends parce que j'ai envie de dire exactement la même chose. Donc le mot de la fin, c'est vous. Moi, en fait, j'avais envie de dire merci pour finir. Aux 2 personnes qui sont venues avec moi. D'abord, à Marine, parce qu'il y a l'expression, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Je prétends pas être un grand homme, mais par contre, je prétends avoir une grande femme derrière moi. Ça, c'est sûr. Parce que tout ce que je fais dans mon quotidien, tout ce que j'accomplis, quelque part, elle me porte aussi. Et elle me donne beaucoup d'énergie. Donc sans elle, je pense pas que ce serait pareil. Et puis j'aimerais dire merci aussi à mon père parce que c'est un peu le chevalier de l'ombre. Il était un peu parti, mais il était quand même toujours là et il faisait tourner tout le truc. Sans lui, ça tenait pas non plus. Et tout comme ma mère était très 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 présente, lui il était un peu moins, mais je sais que c'est mon chevalier de l'ombre. Et il m'a donné un exemple. Et ça, c'est ce que je pense aussi, quand vous avez demandé en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut amener aux enfants? C'est un exemple. C'est, au lieu de donner des enseignements, faire comme moi. Les vivre face à l'enfant. Parce que c'est en le faisant, en le matérialisant en nous, que l'enfant va comprendre pourquoi ça a un sens. Donner des grandes lignes, c'est toujours très bien, mais les suivre et montrer pourquoi c'est bien, là, ça a du sens. Et moi, ce que mon père m'a appris, c'est justement, quelque part, ma croyance en l'impossible. C'est venu aussi de lui. Parce qu'il a fait un parcours faramineux. Alors que, fondamentalement, il a commencé en bas de l'échelle. Et moi, ça a toujours été, pour moi, un modèle de réussite. Parce que on peut partir d'en bas et arriver haut. Et moi, c'est ce que je compte bien faire aussi. Je suis parti de très bas, mais je vais finir très haut. On va suivre tout ça de très très près. C'est un beau compliment. Merci. Merci à vous et merci Louis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez ému par le témoignage de Grégory Mahé. Après avoir connu le succès et la gloire en tant que rugbyman, Grégory a été terrassé par un AVC, un accident vasculaire cérébral. Le début d'un long combat pour réapprendre à vivre. J'arrive aux urgences et elles s'aperçoivent vraiment que je suis en train de faire un AVC. Et là, tu te dis, putain, Greg, je pars de loin, il va falloir t'accrocher, quoi. J'ai dû batailler à tous les niveaux pour reprendre le rugby. Et j'ai réussi à reprendre mon métier, ma passion. J'étais le plus heureux des hommes.